Jean-Pierre Bemba, débouté par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, sa demande d'annulation de la peine d'1 an d'emprisonnement a été rejetée. Il était poursuivi pour subornation de témoins. Le revers du président bissau-guinéen José Mario Vaz à l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant est 4e à l'issue du premier tour. Domingos Simoes Pereira est en tête de peloton. Et puis, au Bénin, l'ODEM va à la rescousse des médias en ligne et des médias sociaux. Un projet est initié à cet effet pour éduquer les citoyens et lutter contre les fake news. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. À la Cour pénale internationale, la requête de Jean-Pierre Bemba a été rejetée. L'ancien pensionnaire de la juridiction avait formulé un recours devant la Chambre d'appel pour l'annulation de la peine d'1 mois d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende à laquelle il avait été condamné en première instance. Pas question, on dit les juges. En 2017, Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 1 an de prison et 300 000 € d'amende pour avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Ce, dans le cadre de son procès général pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour la Chambre d'appel, la Chambre de première instance n'avait pas manqué de se conformer à ses instructions concernant la fixation des nouvelles peines et n'avait pas imposé de peine disproportionnée. En effet, Bemba avait fait appel de la peine prononcée contre lui pour subornation de témoins en espérant obtenir l'annulation de sa condamnation. L'ex-chef de guerre congolais avait été acquitté par la Cour à la surprise générale en juin 2018 des accusations de meurtre, viol et pillage commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003, pour lesquels il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison. Bien que rentré dans son pays à la suite de son acquittement et après avoir passé 10 ans derrière les barreaux, la condamnation pour subornation de témoins lui avait valu d'être exclu de la course à la présidentielle en République démocratique du Congo en décembre 2018. En mars, son avocat avait demandé plus de 68 millions d'euros de dédommagement à la Cour pénale internationale, arguant qu'un homme innocent a perdu 10 ans de sa vie en prison. Ça va ? Oui. On a bien ? Oui. En Guinée-Bissau, à présent, le candidat du parti historique et dominant, Domingos Simoes Pereira, est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle avec un score de 40%. Il affrontera au second tour un autre ex-premier ministre, Umaro Sissoko Embalo. Les premiers résultats officiels ont été rendus publics, c'était ce mardi. Selon les résultats officiels rendus publics mardi en Guinée-Bissau par la Commission nationale électorale, Domingos Simoes Pereira, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, a recueilli 40,13% des voix lors du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Il devance Umaro Sissoko Embalo, qui a obtenu 27,65% des suffrages. Il s'agit là de 2 produits du système et de 2 anciens premiers ministres qui sont appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz, élu en 2014 et à nouveau candidat en 2019. Il est arrivé seulement 4e avec 12,41% des voix d'un premier tour jugé régulier par les observateurs étrangers et nationaux. Le second tour de ce scrutin est prévu le 29 décembre prochain. Cette victoire de Domingos Simoes Pereira lors de ce premier tour vient confirmer le caractère dominant de sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui dispose d'une majorité relative au Parlement issue des législatives de mars 2019. Umaro Sissoko Embalo a lui été porté par une dissidence du PAIGC, le parti MADEM. La stabilité de la Guinée-Bissau, en état de crise politique quasiment permanente, est un des enjeux majeurs de l'élection. Cette victoire à présent des femmes au Soudan, le gouvernement vient d'annuler une loi controversée ayant restreint sévèrement les droits de la gente féminine pendant les 30 années du régime du président déchu Omar el-Béchir. Cette décision intervient au lendemain d'une manifestation de centaines de femmes à Khartoum pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard.
Le nouveau gouvernement soudanais dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok a promis qu'il défendrait les droits des femmes et les premières actions dans ce sens ne se sont pas fait attendre. Le Conseil des ministres a convenu lors d'une réunion extraordinaire ce mardi d'annuler la loi sur l'ordre public dans toutes les provinces. Il s'agit d'une loi controversée qui a sévèrement restreint les droits des femmes pendant les 30 ans du régime du président déchu Omar el-Béchir. Sous son règne, le Soudan a appliqué une version très rigoriste de la charia, la loi islamique, et limité considérablement le rôle des femmes dans le pays pendant des décennies. Des milliers de femmes ont été fouettées, condamnées à des amendes et même emprisonnées pendant le règne de Béchir en vertu de la loi sur l'ordre public pour tenue indécente aux consommations d'alcool. Selon des membres de la société civile, la loi sur l'ordre public a été utilisée comme une arme, les forces de sécurité arrêtant régulièrement des femmes, même pour avoir assisté à des fêtes privées ou porté des pantalons. Cette loi a été annulée alors que des centaines de Soudanaises ont manifesté ce lundi à Khartoum à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Au Bénin, à présent, l'organisation non gouvernementale Changement Social Bénin, en prélude à la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vient de procéder au lancement de la 2e édition de la quinzaine des droits humains, une activité ponctuée par la présentation aux hommes des médias d'un rapport conjoint de l'organisation non gouvernementale et d'Amnesty International intitulé « Les droits humains à l'épreuve des législatives du 28 avril 2019 en République du Bénin ». Plus de précisions avec Ralmeg Gandaro, il est le président de l'ONG Changement Social Bénin. Nous l'écoutons. La deuxième édition de la quinzaine des droits humains met l'accent fondamentalement sur deux faits majeurs. Les droits humains à l'épreuve des législatives du 28 avril 2019 et l'engagement des jeunes pour les droits humains dans le contexte électoral. Cette jeunesse doit être célébrée et encouragée pour tous ses efforts. Elle doit poursuivre sans relâche et consolider son engagement objectif au profit de la défense des droits fondamentaux. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, quand je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Ainsi exprimait son indignation le pasteur Martin Niemöller. Mesdames et messieurs de la presse, chers collègues de la société civile, je termine mes propos par cette conviction. Même aux heures les plus sombres, quand tout n'est que désolation, les braises de l'espoir continuent de rougeoyer dans le cœur de la jeunesse. Il y va de la sauvegarde de l'humanité. 13 militaires français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au Mali. C'était en début de semaine, dans une collision de 2 hélicoptères. Les soldats étaient engagés dans une mission de combat contre les djihadistes. Au Mali, les réactions se multiplient pour leur rendre hommage. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat de Drakkar au Liban en 1983. Le bilan était de 58 morts. L'accident est survenu lundi soir pendant une opération de combat dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, où la force anti-djihadiste française Barkhane mène régulièrement des opérations contre les groupes armés, dont le groupe État islamique Grand Sahara. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger, a réagi sur Twitter le président français Emmanuel Macron, qui dans un communiqué a parallèlement salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre. Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la communauté de défense et la France tout entière, a déclaré de son côté la ministre des Armées Florence Parly.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a-t-elle précisé. Le gouvernement du Mali et le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ont exprimé de leur côté via les réseaux sociaux leur solidarité avec la France dont les militaires combattent les djihadistes aux côtés de leurs armées nationales. Les citoyens maliens ont aussi réagi. Ils sont morts pour la France, ils sont morts pour défendre les intérêts d'un pays ami. Bon, donc vraiment, je pense que c'est très triste. Les Français ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour leurs intérêts. Nos soldats meurent gratuitement tout le temps. Quand ils ont juste un soldat qui meurt, on sait ce qu'ils font derrière. Comment 13 soldats français peuvent mourir au Mali sans qu'il y ait des représailles? Cet accident porte à 41 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval selon un décompte effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major. Et au Bénin, les médias en ligne et les médias sociaux s'imposent de plus en plus comme des canaux d'information privilégiés avec les risques des fake news et les fausses informations. Face à leur ampleur, ils urgent de cadrer leur usage afin donc de permettre aux populations d'avoir accès aux informations les plus crédibles. C'est justement dans ce sens qu'il y a eu donc ce mercredi à Cotonou le lancement officiel d'un projet dénommé « Sauvons la presse en ligne et les médias sociaux ». Les détails dans ce reportage. Les fake news, les déviances sur les réseaux sociaux et dans le rang des médias en ligne inquiètent l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Pour recadrer le secteur de l'information, le projet « Sauvons les médias traditionnels, les médias sociaux et la presse en ligne » a été lancé. Nous avons vécu les législatives avec une coupure d'Internet. Et il s'est fait que nous nous sommes retrouvés dans un colloque sous-régional où le Bénin a été cité. Nous avons pris la parole et on leur a fait comprendre l'État a une responsabilité sociale face à l'amateurisme des populations. Bien que ce soit une restriction des libertés, il est normal qu'on y aille ainsi. Parce que quand ça prend feu, il n'y a que celui qui a fait la guerre qui puisse parler de la guerre. Les déviances constatées risquent de mettre à mal la cohésion sociale, politico-économique. Et en tant que structure d'autorégulation dans les médias, que faire? Il faut agir. L'Union des professionnels des médias du Bénin y voit un projet indispensable. Un projet d'appropriation et de vulgarisation du code du numérique ne peut être que salué par les professionnels des médias. Je nous invite, chacun d'entre nous, à nous mobiliser et surtout à travailler pour la concrétisation de cette entreprise. L'objectif principal étant de sensibiliser les populations à l'utilisation rationnelle et responsable des médias sociaux et à les accompagner dans l'appropriation du code du numérique. Les responsables de ce projet espèrent pouvoir redorer le blason des circuits d'information par un contrôle des dérapages. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À bientôt.